Nous sommes en 2050. Après plusieurs décennies de surpêche, les océans se sont vidés de leurs poissons. Combiné au réchauffement climatique, la pêche intensive a eu raison de la majeure partie de leur population et certaines espèces se sont définitivement éteintes. Que se passerait-il si les poissons disparaissaient des océans? C'est ce dont on va parler avec Didier Gascuel, professeur en écologie marine. Bonjour Didier Gascuel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis professeur en écologie à l'Institut Agro à Rennes. J'y dirige une structure qui s'appelle le pôle halieutique mer et littoral et je suis à ce titre-là responsable d'un master spécialisé dans le domaine des sciences halieutiques, c'est-à-dire des sciences des pêches et de l'aquaculture. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il se passerait en cas d'extinction de masse dans les océans, si les poissons disparaissaient des océans. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de l'état des océans actuels? Oui, alors on va parler de la disparition des poissons, mais l'état actuel des océans, c'est qu'on a déjà vidé la mer d'une bonne partie de ces poissons. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les écosystèmes marins, en réalité, l'homme n'exploite qu'une fraction de la biomasse. La partie que les hommes exploitent, c'est les 10, 15, parfois 20%, ce qu'on appelle les niveaux supérieurs dans les chaînes alimentaires, qui sont constitués essentiellement des poissons, mais également de mollusques et de crustacés. Bon, sur cette partie-là exploitée, on estime que l'homme a déjà eu des impacts extrêmement importants, et en particulier sur tout ce qui concerne les poissons de fond. On estime aujourd'hui la diminution des poissons de fond. Ils ont été divisés au moins par 5, et dans certains endroits plutôt par 10, par rapport à ce qu'il y avait avant le développement de la pêche. Donc il y a déjà cette régression très forte de cette partie supérieure des écosystèmes. Et est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'état des océans il y a quelques décennies, quelques siècles, en France et dans le monde en termes de population d'animaux? Oui, alors il est probable qu'on a beaucoup de mal à imaginer. On a beaucoup de mal à imaginer à quel point la mer était pleine de gros poissons. Voilà. Alors, il y avait aussi des mammifères marins en abondance, des oiseaux marins en abondance. On estime que la quantité d'oiseaux marins a été en gros divisée par 3 depuis la dernière guerre mondiale. Mais peut-être le plus spectaculaire, c'est la présence des poissons les plus gros. Lorsqu'on regarde l'histoire des pêches, on est frappé de voir que les pêcheurs ont été progressivement de plus en plus loin. Et chaque fois qu'ils arrivaient dans de nouvelles zones, ils s'émerveillaient d'y découvrir des poissons énormes qu'ils avaient complètement oubliés et qu'ils pensaient ne pas pouvoir exister. C'était le cas en particulier sur la pêche de la morue. La morue, c'est une espèce extrêmement importante qui a, pendant très longtemps, été le grand poisson dominant, le prédateur dominant de tout l'Atlantique Nord. Et on a probablement commencé à impacter de manière très forte ces populations de morues dans la mer du Nord dès le 10e ou le 11e siècle. À partir de l'an 1000, on voit que les pêcheurs ont été progressivement plus loin. Et chaque fois qu'ils arrivent sur des nouveaux lieux de pêche, ils ont ce discours émerveillé en disant « Nous avons trouvé une nouvelle espèce avec des morues beaucoup plus grosses ». Ils le font lorsqu'ils arrivent sur les côtes de l'Islande, ils le font lorsqu'ils arrivent ensuite, un siècle ou deux plus tard, sur les côtes de Terre-Neuve, ils le refont lorsqu'ils arrivent sur les côtes du Maine, et à chaque fois il y a ce discours. Et évidemment, ce n'est pas une nouvelle espèce de morue, c'est la même espèce, seulement ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois l'homme arrive, il exploite, il fait disparaître les gros poissons, et il finit très vite par oublier à quel point la mer était pleine de gros poissons. Est-ce que vous pouvez nous parler des raisons justement de ce déclin de la biodiversité marine depuis quelques siècles et des menaces qui vont peser sur la biodiversité marine dans les prochaines décennies? Alors, les raisons du déclin, elles sont assez claires. C'est que dès qu'on commence à pêcher, on rajoute de la mortalité anthropique liée à l'homme, à la mortalité naturelle. Et j'ai envie de dire, ça commence dès le début de la pêche. Je dis souvent pour frapper les esprits, dès Adam et Ève, dès la capture du premier poisson, on commence à rajouter de la mortalité. Quand on rajoute de la mortalité, on diminue l'espérance de vie, et on tend donc très très vite, alors même qu'il n'y a pas du tout de surpêche, très très vite, la pêche conduit à la diminution d'abondance des poissons les plus âgés. Donc, sur une espèce de poisson, une population de poissons qui a 15 ou 20 classes d'âge, c'est le cas par exemple de la morue dont je viens de parler, très très vite, on voit disparaître les classes d'âge de 20 ans, de 18 ans, de 15 ans, etc. Donc ce processus-là, il s'enclenche dès le début. Et au fur et à mesure que la pêche se développe, eh bien, on descend sur une longue glissade qui est le changement des structures démographiques,
avec cette disparition des vieux poissons. Le grand public a souvent tendance à penser que la diminution des populations de poissons n'intervient que lorsqu'on a un problème de régénération de la population. Autrement dit que lorsqu'on a un problème de jeunes poissons, de reproduction. Et en réalité, alors ça intervient effectivement à partir d'un certain moment, mais ça n'intervient que très tard. Le premier phénomène qui intervient, c'est d'abord la disparition des vieux poissons. Et d'ailleurs, les pêcheurs le savent bien. Très très tôt dans les histoires, on a des témoignages de conflits entre pêcheurs, parce que dès qu'un groupe de pêcheurs voit apparaître d'autres pêcheurs avec un engin de pêche plus efficace, ils ont très très vite conscience que ça va diminuer leur prise, et ça va diminuer surtout la taille de leur prise. Donc voilà, cette diminution, elle intervient très tôt. Et puis, alors évidemment, si on va plus loin dans l'impact, on diminue le nombre de poissons, on diminue le nombre de géniteurs. Dans un premier temps, ça a peu d'effet. Ça a peu d'effet parce que les poissons ont une très très forte fécondité. C'est ça une des grandes différences entre le milieu terrestre et le milieu marin. Dans le milieu marin, on a des fécondités phénoménales. N'importe quel poisson pond à chaque pond plusieurs centaines de milliers d'œufs, plusieurs millions d'œufs. Donc j'ai envie de dire, il suffit d'un petit nombre de géniteurs pour assurer le renouvellement. Mais évidemment, si on va trop loin, il y a un moment donné où effectivement le nombre de géniteurs devient limitant. Et à ce moment-là, il n'y a plus dans la mer ni les gros poissons, je dirais ni les jeunes poissons, et on assiste à des phénomènes brutaux d'effondrement de stock. Donc ça, la pêche a mis, j'ai envie de dire, longtemps à atteindre ce niveau-là d'impact, en tout cas sur les grandes ressources du large. Elle l'a fait très tôt dans l'histoire, sur des ressources d'eau douce, sur des stocks très côtiers, ou sur des populations fragiles pour lesquelles il n'y a pas cette grande fécondité. Mais sur les grandes ressources du large, sur les grands poissons, ce qu'on appelle les poissons osseux du large, les vrais impacts avec des effondrements de stock, ils sont apparus, je dirais, en même temps que le moteur est apparu sur les bateaux à la fin du 19e siècle, et puis de manière de plus en plus prégnante tout au cours du 20e siècle. Et quelles sont les tendances pour les prochaines décennies ? On parle par exemple beaucoup de la 6e extinction de masse. Quand on parle de manière générale de la biodiversité, est-ce que c'est quelque chose qui touche les océans ? Alors, dans les océans, je pense que, justement, en raison de la fécondité des organismes marins, les choses se passent de manière assez différente. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les questions d'extinction d'espèces, elles vont se poser essentiellement pour les espèces à fécondité faible. Donc oui, on a des gros problèmes de possible extinction d'espèces, ou en tout cas d'espèces menacées d'extinction, chez les mammifères marins. Bon, j'ai envie de dire, chacun sait, ce sont des animaux terrestres qui sont retournés dans l'eau. Chez des organismes comme les oiseaux marins, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des diminutions d'abondance, mais il y a aussi beaucoup de populations d'oiseaux marins qui sont menacées, classées sur la liste rouge de l'IUCN. Sur des espèces comme les tortues, ou plus généralement les reptiles. Et bien alors, il y a quand même un groupe de poissons qui fait tout à fait bande à part, c'est le groupe des raies et des requins, ce qu'on appelle les sélaciens, qui eux ont une fécondité faible. Alors, très variable d'une espèce à l'autre, mais dans l'ensemble beaucoup plus faible que celle des poissons osseux. Donc, sur tout ce cortège-là d'espèces, il y a des vrais problèmes, effectivement, de risque d'extinction d'espèces, au sens liste rouge de l'IUCN et au sens où le grand public l'entend. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, ce n'est que la partie émergée de la question de la biodiversité. C'est celle que le grand public voit le plus, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la biodiversité spécifique, avec un certain nombre d'espèces, et où on comptabilise la biodiversité en nombre d'espèces. Alors évidemment, perdre une espèce, c'est une perte irréparable, et je ne veux surtout pas minimiser l'impact que ça peut avoir. Mais ce qui préoccupe peut-être plus les scientifiques, c'est la question de la biodiversité fonctionnelle. Justement, avant de passer sur la biodiversité fonctionnelle, quel serait l'impact, dans les grandes lignes, tel que vous pouvez l'entrevoir, d'une disparition, par exemple, des populations de mammifères marins ? Alors, clairement, les mammifères marins, ils ont un rôle de prédateurs supérieurs. Donc, à ce titre-là, je dirais, comme tous les prédateurs supérieurs dans tous les écosystèmes, c'est le cas des grands requins aussi. Et puis, c'est le cas aussi des grands poissons, on en parlera peut-être plus loin. Mais tous les prédateurs supérieurs, en fait, leur rôle fondamental dans l'écosystème, c'est d'une certaine manière, à court terme, de réguler l'écosystème. Voilà. C'est eux qui assurent le fait que si une espèce se développe, si une proie se développe, eh bien la population de ces prédateurs se développe un peu, et elle n'a pas besoin souvent de se développer beaucoup, pour finalement réguler l'écosystème. Donc les prédateurs, ils sont là pour assurer, si j'ose dire de manière un peu déterministe, mais finalement une certaine homéostasie de l'écosystème, une certaine stabilité de l'écosystème. Quand les prédateurs disparaissent, eh bien, c'est l'instabilité qui risque de s'effondrer. Et juste, encore une fois, pour terminer sur ce sujet-là, vous dites qu'en l'absence de grands prédateurs marins, il n'y aurait plus de régulation faite par ces grands prédateurs.
Comment s'effectuerait du coup la régulation, ou est-ce qu'elle s'effectuerait? Alors, je pense très clairement, c'est déjà ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître, c'est ce que moi j'appelle les chaos de la nature. Voilà. Les chaos de la nature, c'est ces situations dans lesquelles on voit brusquement des populations qui se développent brusquement, des espèces qui se développent, d'autres qui disparaissent. Alors, c'est des phénomènes qu'on observait tout le temps, hein. J'ai en tête les blooms tout simplement de méduses. Ça existe depuis très longtemps et probablement à une époque où on n'avait pas surpêché les populations des prédateurs supérieurs. Mais vous savez, c'est un peu comme le climat. La première fois qu'on a vu apparaître des événements extrêmes, les scientifiques sont restés très prudents en disant « Ah, on ne peut pas relier un événement climatique particulier au changement climatique, il faut rester très prudent ». À partir du moment où ces événements extrêmes se répètent, deviennent de plus en plus fréquents, deviennent de plus en plus intenses, eh bien, du côté du climat, on a maintenant la certitude que c'est lié au changement climatique. Et j'ai envie de dire même chose du côté de la biodiversité. Lorsqu'on voit se multiplier ces phénomènes extrêmes, ces explosions de population ou ces brusques reculs de certaines populations, eh bien, on se dit que c'est évidemment lié à l'effondrement de la biodiversité. On en a des exemples actuellement sur les côtes, hein, sur les côtes françaises. Les pêcheurs sont confrontés cette année, hein, alors depuis déjà 2-3 ans dans le premier cas, qui est celui des poulpes, à une explosion des populations de poulpes. On ne sait pas très bien pourquoi, quel est le mécanisme sous-jacent, est-ce que c'est le compétiteur qui a diminué, est-ce que c'est le prédateur qui a diminué, est-ce que c'est... Voilà, les processus, il y a des programmes de recherche qui vont les décortiquer et puis nous en dire un peu plus. Mais ce brusque développement, il traduit ce chaos de la nature. Dans le même temps, on voit sur la côte nord de la Bretagne les araignées de mer qui se mettent brusquement à proliférer. Les crabes dormeurs, au contraire, c'est une population qui est pêchée, a priori avec une pêche qui est bien gérée, et tout d'un coup, la capture, en quelques années, s'est effondrée, a été divisée par 10. Les bulots en Normandie ont vu leur population s'effondrer. Les grands champs d'algues ont régressé énormément toutes ces dernières années. Donc chaque événement pris isolément a ses propres processus, ses propres causes. Vraisemblablement, on est à ce moment où les impacts humains cumulés, ceux de la pêche, ceux probablement aussi de la dégradation des habitats, ceux de la pollution, et puis surtout celui qui arrive, c'est-à-dire l'impact du changement climatique. Tout ça est probablement en train d'entrer en résonance et nous donne une image effectivement un petit peu effrayante d'un monde dans lequel il n'y a plus de régulation, il y a ce phénomène de chaos qui sont alors extrêmement compliqués, en particulier pour les pêcheurs qui vivent des ressources de la mer. Alors, la biodiversité fonctionnelle, oui, on va retomber sur les mêmes causes, enfin en tout cas sur les mêmes effets. C'est-à-dire qu'en matière de poissons téléostéens, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'extinction d'espèces, ou très très peu, et généralement on n'arrive pas à les relier à la pêche, et pourtant je vous garantis qu'il y a des tas de gens qui cherchent, et c'est une bonne idée hein, de chercher, de le vérifier. Par contre, à quoi on assiste, c'est des effondrements de population qui tombent à des niveaux d'abondance résiduels tels que ces populations ne peuvent plus ni être le support d'une pêche commerciale rentable qui fait vivre une partie des sociétés humaines, ni jouer leur rôle dans l'écosystème. Je vous en donnerai 2 exemples. Le premier, c'est la morue dont je parlais tout à l'heure. La morue, prédateur supérieur de tout l'Atlantique Nord, a clairement perdu ce rôle depuis qu'on a surpêché toutes ces populations sur tout le pourtour de l'Atlantique. Alors, dans un premier temps, la morue a été remplacée, je dirais, par des espèces qui appartiennent à la même famille, hein, les cousins germains, les merlus, les lieux noirs, etc. Et puis on les a surexploités à leur tour. Alors d'autres espèces de poissons prédateurs ont essayé de prendre la place. Les baudroies sont devenus une espèce importante en France, par exemple. Elle ne l'était pas il y a 50 ans. Mais il y a un moment donné où on est clairement dans ce phénomène où eh bien, on a fait disparaître les prédateurs supérieurs, ou en tout cas, on a fait diminuer les populations à un niveau d'abondance qui fait qu'elles ne peuvent plus jouer leur rôle de régulateur des populations de proies. Et justement, s'il y a cette grande fertilité, vous dites, Oui. cette grande capacité de reproduction, est-ce que ces populations reprennent petit à Alors, petit leur rôle? Alors, il y a un exemple qui est très instructif de ce point de vue-là, c'est la morue du Canada. La morue du Canada, c'était une espèce qui a été exploitée pendant des siècles, hein, depuis le XVe siècle. On considérait qu'il y a au Canada d'excellents scientifiques, des moyens d'observation très
très, très puissants, des navires océanographiques, tout ce qu'il faut, des moyens de surveillance de la pêche, des règles de gestion, etc. Et pourtant, la morue du Canada s'est effondrée au début des années 90, je dirais quasiment sans crier gare en quelques années. On a à cette époque-là fermé la pêche, ce qui a entraîné une crise sociale sans précédent. Il y a eu des milliers de pêcheurs mis du jour au lendemain au chômage. Et on l'a fait en imaginant qu'en quelques années, la pêche étant fermée, la morue allait retrouver sa place et réaugmenter. En fait, on est aujourd'hui 30 ans après, la morue quasiment n'est pas revenue, la pêche n'est toujours pas ouverte, sauf quelques micro-stocks pour les populations indigènes, mais elle a perdu sa place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, l'écosystème s'est réorganisé. Il s'est organisé d'une manière différente. On a vu par exemple se développer le crabe des neiges. Alors, pour la grande joie des pêcheurs qui se sont mis, ceux qui ont pu se mettre à pêcher le crabe des neiges. Mais d'autres espèces ont régressé. Et l'écosystème aujourd'hui fonctionne sans la morue. Et personne ne sait si elle finira un jour par revenir. C'est un écosystème dégradé. En réalité, on a assisté à ce qu'on appelle un changement de régime, un shift dans l'écosystème. On est revenu à des écosystèmes, alors ils n'ont sûrement rien à voir, mais les poissons, dans l'histoire de l'évolution, alors je parle là sur des périodes de temps géologiques, hein, les poissons, c'est des vertébrés, c'est des animaux supérieurs. On est revenu à un océan dans lequel il y a encore des poissons, mais dans lequel il y en a beaucoup moins. Ils n'ont plus ce rôle de maintien des équilibres, de la stabilité d'écosystèmes, etc. On est avec des écosystèmes plus instables, avec plus d'invertébrés, plus chaotiques, etc. Voilà. Alors, l'autre exemple de relations fonctionnelles, c'est à l'inverse des proies qui deviennent tellement peu abondantes qu'elles ne peuvent plus jouer leur rôle d'aliment. Et l'exemple probablement le plus frappant de ça, c'est ce qu'on appelle tout le groupe des poissons fourrage, hein, les poissons de pleine eau, les sardines, les harengs, les maquereaux et quelques autres, qui nourrissent tous les niveaux supérieurs, alors notamment les poissons. Donc on voit un certain nombre de populations de poissons prédateurs s'effondrer parce que leurs proies ont disparu. Et puis, peut-être plus spectaculaire, on voit les populations d'oiseaux marins diminuer par 3, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La raison de la diminution des oiseaux par 3, la première raison, c'est pas qu'il y a quelques captures accidentelles à la pêche. Il y a en plus ce problème-là qui peut être non négligeable sur certaines pêcheries. Mais la grande raison, c'est réellement la diminution d'abondance de leurs ressources alimentaires. Donc, on perd des liens prédateur-proie, et finalement, on perd des fonctions dans l'écosystème. Et ça, c'est la question de la biodiversité fonctionnelle qui inquiète énormément les scientifiques. Quand vous parlez de baisse notamment du nombre d'individus dans les populations, est-ce que ça peut poser des problèmes en termes notamment de génétique ? Alors, ça c'est un troisième aspect, c'est un troisième volet de la biodiversité qui est très important, hein. C'est la biodiversité génétique. Et de ce point de vue-là, les choses sont encore relativement mal connues, mais enfin on a de plus en plus d'évidences qui nous montrent que la pêche a un rôle absolument fondamental en matière de sélection et surtout d'érosion génétique des populations exploitées. Quand on pêche, on applique une certaine sélection, on sélectionne certains génotypes au détriment d'autres et on en perd. Alors c'est en particulièrement vrai quand on pêche à un âge qui se situe souvent autour de l'âge de première reproduction. Et c'est ce qu'on fait pour beaucoup d'espèces. Autrement dit, il y a certains génotypes qui vont se reproduire très jeunes et qui auront le temps de se reproduire avant d'être pêchés. Et ceux-là vont être évidemment privilégiés. Et puis ceux qui ont, je dirais, la mauvaise idée de se reproduire plus tard à une taille plus grande ou plus vieux, eh ben ceux-là vont être pêchés et vont progressivement disparaître de l'écosystème. Donc on assiste effectivement à une érosion probablement majeure de la biodiversité des populations de poissons, et ça c'est vraiment un problème dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, mais qui est vraiment un problème, parce qu'on sait que cette diversité génétique, c'est le facteur de résilience des populations animales en général et des populations de poissons en particulier, à tous les autres impacts, à tous les autres termes de variabilité, et en particulier aux impacts du changement climatique. J'ai envie de dire, face aux impacts qui sont en train de se développer, de devenir massifs du changement climatique, on a besoin de tous les génotypes pour pouvoir répondre et avoir des populations résilientes. Pour finir sur ce sujet des conséquences écologiques d'une pêche trop intensive, on parle parfois d'un monde sans poissons ou du fait qu'il y aurait plus de plastique dans les océans en 2050 que de poissons. Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent crédibles à moyen terme, un réel effondrement des populations de poissons? Quelles pourraient être les conséquences, ou est-ce que c'est exagéré selon vous?
Non, non, alors je pense que c'est un risque qui existe et donc malheureusement la probabilité est non nulle, comme on dit en science, et donc il faut s'en préoccuper très sérieusement. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, dans les grands pays développés, hein, c'est vrai en Europe, enfin en Europe, côté Atlantique, pas côté Méditerranée, hein, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, la gestion des pêches est plutôt en train de s'améliorer. On en reparlera peut-être, mais globalement, on est plutôt en train de faire diminuer la pression de pêche et globalement, les populations de poissons commence un peu à remonter. Enfin, moi je suis très prudent, on part de tellement bas et de tellement mal que voilà. Mais j'ai complètement conscience que ces progrès-là, ils sont extrêmement fragiles et que le climat politique pourrait changer, les priorités pourraient changer. Le changement climatique est en train d'arriver et nous rattrape, j'ai envie de dire, par derrière. C'est-à-dire au moment où on a l'impression que la gestion des pêches commence à faire des progrès, les changements climatiques et ses impacts finalement remet en cause un peu tout ce qu'on a vu quoi. Donc clairement il y a des scénarios. Ifremer travaille actuellement sur des scénarios prospectifs de quels sont les avenirs possibles et dans ces avenirs possibles ils imaginent, et ça me paraît extrêmement crédible, des scénarios dans lesquels il y a un recul des préoccupations environnementales, il y a des replis identitaires qui font que toutes les règles de gestion qu'on a essayé de mettre en place volent en éclats, qui fait que le changement climatique va tellement vite, que le climat va tellement vite qu'on n'arrive plus à gérer. Le climat, c'est des espèces nouvelles qui arrivent, comment on fait pour les gérer, etc. Voilà. Et donc, si toutes les règles de gestion qu'on a essayé patiemment de commencer à mettre en place, encore très insuffisantes, volent en éclats, oui, on peut aller vers des effondrements de population. Alors, je ne crois pas à la disparition totale du dernier poisson de la mer. Le dernier poisson a une telle fécondité qu'il va survivre. Mais il y a un monde dans lequel les poissons ont perdu leur rôle, sont devenus une composante résiduelle dans l'écosystème et dans lequel la dynamique de l'écosystème, elle n'est plus régulée que par le chaos et par les épizooties. Ça oui, c'est un vrai danger. Les épizooties, du coup, c'est les maladies qui Oui, touchent les poissons. alors j'ai envie de dire c'est la dernière cartouche que la nature a prévue. Hein. Lorsque on a tout surexploité et puis qu'il y a par exemple une espèce envahissante qui s'installe, j'ai envie de dire la nature a prévu le coup d'une certaine manière. Et puis le risque c'est effectivement une épizootie qui se développe et puis qui brusquement alors extermine ou en tout cas fait chuter à des niveaux très très faibles la population. Quand on voit des écosystèmes dans lesquels les crabes sont en train de recouvrir la totalité des fonds marins, quand on voit d'autres écosystèmes dans lesquels les algues ont disparu et puis les landes d'oursins sont en train de se développer. Ça, c'est des écosystèmes où on pêchait du poisson avant. Hein. Alors aujourd'hui, on pêche des oursins, oui, mais d'une certaine manière, on va bientôt être en concurrence avec les bactéries qui régulent les populations d'oursins. Enfin, c'est une image, j'ai envie de dire, de l'horreur du chaos dans lequel les populations augmenteront, il y aura des épizooties, brutalement s'effondreront. C'est ce monde dominé par les microbes qui est une perspective parfaitement orwellienne, mais qu'il faut avoir présent à l'esprit si on veut réellement l'éviter. Est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences sociales qu'aurait un effondrement des populations de poissons dans les océans à l'horizon des prochaines décennies? Alors clairement, hein, la pêche aujourd'hui, d'abord elle représente une part non négligeable de notre alimentation. Hein. On estime qu'aujourd'hui, 15% des protéines animales que consomme un terrien moyen, un peu plus, 16-17%, ce sont des produits aquatiques, dont une petite moitié de la pêche. Voilà. Alors vous allez dire, on est à 7% des protéines animales qui viennent de la pêche. Oui, dans des pays comme le nôtre, d'ailleurs on en consomme probablement plus que ça, on pourrait probablement s'en passer pour l'alimentation humaine. Il y a des sociétés dans lesquelles ça représente plus de 50% des apports en protéines. En gros, pour 1 milliard d'êtres humains, on estime que la pêche représente la majorité des apports en protéines animales. Et parmi ceux-là, un grand nombre de pays classés dans les pays à faibles ressources alimentaires pour lesquels il y a vraiment un problème de sécurité alimentaire. Donc voilà, n'oublions pas, nous qui avons la chance de vivre dans des pays riches, que le poisson c'est d'abord un aliment et que pour certaines populations à l'échelle de la planète c'est absolument vital. Si ces populations-là n'avaient plus de poissons, on ne ferait qu'aggraver de toute évidence les problèmes de sécurité alimentaire, les problèmes de malnutrition, sans parler de l'apport en un certain nombre de vitamines, etc., et éventuellement jusqu'aux oméga 3. Voilà. Et puis alors le poisson fait vivre énormément de gens, c'est une source de travail très très importante, hein, à l'échelle de la planète. Donc toutes les sociétés de pêcheurs finalement vivent des ressources de la mer et s'effondreraient. Alors même chose, il y a des pays où ça représente une part
très importante de l'économie du pays. Donc clairement, l'économie d'un certain nombre de pays s'effondrerait, enfin on serait dans une situation extrêmement difficile. Ce sont souvent les mêmes pays, des pays notamment d'Afrique et d'Asie, dans lesquels la pêche est à la fois très importante en termes d'alimentation et très importante en matière d'économie nationale. Dans un pays comme le nôtre, la pêche pourrait disparaître, toute l'économie ne s'effondrerait pas. Encore que, dans un pays comme le nôtre, la pêche elle a un troisième rôle extrêmement important, c'est que quand on y regarde d'un peu près, elle contribue de manière très forte à l'équilibre des territoires sur la côte. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important, qu'il faut bien comprendre. La pêche dans un pays comme le nôtre, ça sert à quoi ? Ça sert d'abord à nous fournir une partie de notre alimentation. Il n'y aurait pas de raison d'avoir une pêche si c'était pas d'abord pour ça. Je dirais comme tout secteur productif, ça répond à une demande de produits alimentaires, et la pêche elle est d'abord là pour ça. Mais chez nous, la pêche elle a un autre rôle qui est extrêmement important, c'est elle participe à l'aménagement du territoire. Quand il y a un bourg sur la côte qui vit grâce à la pêche, non seulement les pêcheurs, mais la construction navale à l'amont, le maraillage, la transformation, le commerce du poisson, mais en fait, bien au-delà. Je dis souvent l'instituteur, le coiffeur, le garagiste, qui ne seraient pas là dans le bourg s'il n'y avait pas la pêche, et qui d'ailleurs disparaissent dans les bourgs où la pêche disparaît. Donc c'est vraiment tout un tissu économique et social qui est extrêmement important. Donc oui, on irait, si la pêche disparaissait, vers encore plus de territoires côtiers délaissés, laissés à l'abandon, des populations en désespérance, et puis avec tous les phénomènes qu'on peut imaginer, de repli sur soi, de développement des votes extrêmes, d'exclusion de l'autre, enfin de tension dans la société. C'est finalement toute une question d'équilibre de la société. Moi, voilà, je dis la mer, c'est à la fois la mer nourricière, mais c'est aussi la mer facteur d'équilibre et de résilience des sociétés, en particulier sur le littoral. Merci beaucoup. On va s'arrêter pour cette première partie et puis on vous retrouve dans une deuxième partie où on va parler de pêche écologique. Très bien, merci, à bientôt donc. Merci d'avoir suivi cet épisode. La semaine prochaine, nous verrons avec Didier Gascuel ce qu'il se passerait si on mettait en place des pratiques de pêche plus durables et basées sur une fine connaissance des écosystèmes marins, ce qu'il appelle la pêche écologie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le format vous a plu et à retrouver nos autres épisodes en version courte sur YouTube et en version intégrale au format podcast. À bientôt!